Coucou! Comment vous allez? Ouais, dites-nous. On se fait une nouvelle petite vidéo. On est lancé dans notre lancée de vidéos très chill. Ouais, très funny fan. Est-ce que tu as des trucs à dire avant que je donne le sujet? Moi, déjà, je voulais vous dire que je suis désolé, j'ai pas de manucure. C'est extrêmement dur pour moi et je pense que c'est dur pour vous aussi. Mais mes ongles sont trop cassés. C'est-à-dire que j'ai des décollements, etc. Donc je ne peux plus mettre d'ongles. Voilà, pendant 1 ou 2 mois. La grande diva ne sera pas parmi nous. Tu reviens parmi le commun des mortels. Exactement. Donc du coup, là, c'est ce que je voulais dire. Montrez votre soutien dans les commentaires. Mettez la main mail. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo où on allait vous parler de moments, de choses, de créateurs. ou de personnes qui nous avaient fait kiffer la mode. Ça répond un petit peu à notre épisode qu'on avait fait sur la mode et nous. De toute façon, je vous l'affiche. Slay. Du coup, on va vous présenter chacun notre tour des trucs qu'on a aimés avec quelques petites explications, contextualisations. Un peu comme on fait pour nos vidéos tier list. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a kiffé, ce qui nous a un peu donné l'envie. Ouais, ce qui a éveillé nos sens à la mode. Exactement. Bah, c'est parti. Et bah, c'est parti. Je vais vous parler pour commencer de mon... C'est un de mes sacs de rêve. Je sais pas si tu peux pré-shot. Le Jackie. Non, l'autre. Columbus. Je vais vous parler du Columbus de Dior. Donc, c'est un sac qui est édité au début des années 2000 et il se présente un petit peu comme genre le petit frère du Saddle qui avait aussi été édité par John Galliano, puisque je sais pas si je l'ai dit, mais c'est John Galliano qui édite le Columbus. Il est présenté par rapport au Saddle comme étant un sac beaucoup plus urbain, plus fonctionnel, plus pratique que le Saddle qui lui est plutôt un sac d'apparat. En vrai, tu peux pas foutre grand chose dedans, il est pas hyper pratique, il a une forme un peu chiante. Ouais. C'est vraiment genre pour montrer que tu portes du Dior. Bah, c'est un baguette. Ouais, voilà. Ouais. Donc les baguettes en général, tu peux mettre des trucs dedans. Moi, c'est mon type de sac préféré, les baguettes. Ouais, il me fait penser à des Guess quoi. Je vois l'idée, ouais. J'adore ces sacs-là. Les Guess baguettes, les Fendi baguettes à l'ancienne, ceux de maintenant, je les aime pas. Enfin, voilà. Moi, j'ai le multi-pocket de Acne, je l'adore. Vraiment, les sacs baguettes, ma passion. Et le Columbus, c'est vraiment pour moi le saint graal. Je rêve de ce sac. Clara, si tu passes par là. Le Columbus, il est hérité du mouvement streetwear fin 90, début 2000. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir avoir un look de rue, quoi. Là où le Saddle est moins look de rue. Il reprend d'ailleurs l'aspect des sacs dits techniques. Donc, tout ce qui va être sac de randonnée, les sacoches un petit peu d'appareil photo, par exemple. Ou alors les sacs militaires. Je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, tu vois. Oui, je vois totalement. Mais il va être, mais surtout la sangle, avec les sangles de sac militaire là. Mais le sac, il va être transporté dans quelque chose d'un peu plus luxueux, d'un peu plus épuré, plus beau entre guillemets, un esthétique plus architectural. Il a plusieurs déclinaisons, que ce soit dans les tissus, dans les couleurs, mais il conserve la même forme. Je trouve il a un peu aussi une forme de selle de cheval. Et il y a aussi des versions avec ou sans les pochettes qu'on peut clipser et déclipser. Sachez que si vous avez un Saddle avec les pochettes que vous pouvez clipser, vous avez entre vous une légende urbaine. C'est clair. C'est vraiment une pépite. Il existe en toile monogamée Jersimo, en denim, en cuir lisse, en python ou en canevas. Et son nom viendrait de la volonté d'invoquer un petit peu l'imaginaire de l'aventurière. Une aventurière qui est dans la ville, du coup pas une aventurière type jungle ou quoi que ce soit. Dora l'exploratrice, but make it chic, quoi. Lara Croft. Exactement, Lara Croft, mais en mode chic Dior, genre. Genre elle est là, elle défile sur Temple Run. Ah, j'ai la rêve. Si je savais faire du graphisme et de l'animation, j'animerais une Lara Croft qui défile sur le temple avec un Columbus. Vous imaginerez du coup la scène puisque je ne sais pas faire tout ça de montage. Donc vous vous débrouillerez. Lara Croft, un Columbus et Temple Run. Voilà. Allez. Il est produit tout au long du début des années 2000, donc 2000 jusque au départ de Galliano et de l'évanouissement un petit peu de l'effondrement de l'esthétique Y2K. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout produit. Donc c'est un objet un peu de collection, un peu rare. On le retrouve assez cher sur les sites de seconde main. Voilà, si jamais il y en a qui en ont un et qu'ils ne le veulent plus, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, je vous envoie mon adresse. Je voulais vous parler de ce sac, c'est vraiment mon rêve de l'avoir, je le trouve tellement beau, j'aime tellement le côté technique, j'aime l'aspect genre très travaillé, mais en même temps un peu brut du sac, tu vois, parce que c'est pas du tout dans la tendance, c'est pas un sac de soirée, donc si jamais il y en a qui veulent me faire des cadeaux, n'hésitez pas, un Columbus Dior, je prends, surtout dans les tons verts, si possible. Le cargo, quoi, le classique. Exactement. Et ça, c'était quand t'étais enfant. Pas au début du Columbus, non, je l'ai découvert plus tard. Dès que je l'ai découvert, il m'en fallait un. Et puis après, j'ai vu les prix et il m'en fallait plus. 5-6 000 euros. Ouais, c'est ça, 5-6 000 euros sur Vestiaire.co, si je dis pas de bêtises. Un jour, j'en aurai un. Ouais, alors, moi, c'est un peu plus niche. Moi, c'est la famille, en tout cas, Mouawad. C'est une maison de diamants qui s'appelle Mouawad. Ça a été fondé en 1890 au Liban par David Mouawad. Et donc, du coup, ça fait 130 ans qu'ils existent. Ils font que de
la pierre de prestige, donc des très grosses pierres, etc. Pourquoi j'adore cette maison? C'est tout simplement parce que c'est l'une des premières en fait maisons de bijoux joaillerie que j'ai vu quand j'étais petit, et c'était très exactement pendant le défilé Victoria's Secret. Parce qu'à l'époque, oui, je regardais les défilés Victoria's Secret parce que Allez voir notre vidéo. et il était porté par l'un des anges du coup, mais l'un des plus grands anges de Victoria, c'était Candice Swanepoel. Soutien-gorge, totalement en pierre, de chez Mouawad. Et donc j'ai adoré cette maison, et donc mon rêve maintenant c'est d'avoir une bague de fiancée Mouawad, tu vois. Bon, encore faudrait-il avoir le ou la fiancée. Pourquoi j'aime aussi la maison, c'est parce que c'est vraiment un savoir-faire qui est familial et à la main, pas en ultra production ou en que sais-je, tu vois, c'est des commandes. Et moi tout ce truc de pierre, ça m'a toujours fasciné, cette brillance, ces couleurs, puis toute cette distinction qu'il y a entre les pierres, et puis ces assemblages, ce sertissage qu'ils peuvent donner à un soutien-gorge par exemple, ou encore un sac tel le 1001 nuits. C'est un cœur sac qui est en total diamant. J'ai pas le prix, vous irez faire vos recherches. Je vais faire un petit disclaimer sur les diamants et les pierres précieuses et compagnie. Évidemment, ça pose question du point de vue du capitalisme, de la bourgeoisie, des occidentaux, la manière dont les pays ont été pillés, dont ça a permis la colonisation, l'impérialisme. Évidemment qu'on est complètement contre que ça a mis en place, notamment l'industrie du diamant, puisque c'est ce qui a beaucoup détruit pas mal de populations et qui a fait s'asseoir des grandes familles capitalistes. C'était le petit disclaimer. Boycott l'industrie diamantaire et compagnie. Un diamant, la vérité, c'est qu'il ne vaut pas aussi cher. Toutes les pierres ne valent pas aussi cher. Non. Et ils ne valent pas non plus les vies qu'elles prennent. Exactement. Voilà, si jamais il y a des industries du diamant qui nous regardent, des industries des pierres. Allez vous faire foutre. Voilà, je sais pas. J'allais dire, niquez votre mère, allez crever, vous êtes des merdes. Enfin, faut prendre en compte en fait que c'est les premières marques quand on était genre enfant. Enfin, le 1001 nuits, moi j'étais au collège. On savait pas en fait, Oui, tu vois, quand oui. tu commences et tout. Et donc, Oui, bah oui, c'est sûr, quand t'es gosse, t'as pas conscience que l'industrie du diamant, c'est toute une mise en place capitaliste pour l'embourgeoisement et compagnie. C'est ça. Et que l'objectif, c'est juste de se faire de l'argent et qu'en fait, le diamant. c'est de la merde. Là, on parle de ce qui nous a fait aimer la mode. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, on est toujours d'accord à fond et on est d'accord avec ce qui est fait, quoi. Ok, donc on verra un soutif Mouawad. Oh oui, oui, oui. Je vais enchaîner pas avec vraiment une personne, pas avec vraiment un accessoire ou un vêtement, mais avec une période. C'est la période Alexander McQueen chez Givenchy. Je suis tellement gag de cette période-là. Mais pour moi, c'est la meilleure période de la maison. On adore Hubert, hein, mais oui, genre, parce que c'est le moment où on va se rendre compte que Givenchy, c'est pas seulement une marque belle, jolie, élégante, bourgeoise, très lisse, mais une marque qui peut être sensuelle, sexy, autoritaire. Enfin, on peut utiliser les codes Givenchy et en faire autre chose et même renverser un petit peu les personnages qui avaient été proposés par Hubert. J'adore le fait que McQueen arrive à faire ça. Et il y avait que lui pour faire ça, tu vois. Et en plus, il fait tout ça dans une période qui n'est pas du tout propice à ça, puisqu'on est à l'époque du minimalisme. À côté, on a que Galliano qui propose le même type de création. On est dans le minimalisme, dans une maison qui ne travaille pas du tout autour des archétypes Alexander McQueen. Et donc, ce dernier va vraiment apporter un tournant à la maison. Et ça va permettre notamment de décentrer la maison de son lien avec Audrey Hepburn. Et ça va plus juste être Givenchy, la petite robe noire, Audrey Hepburn. Mais on va avoir des nouveaux personnages qui vont exister, des nouvelles typologies de personnages qui vont exister dans cette maison. Et j'adore le fait que ça ait existé un moment dans l'histoire de Givenchy. Bon, le Givenchy de maintenant m'emmerde profondément, mais il va injecter dans la maison du coup du baroque forcément, du gothique, de la théâtralité, dans une maison qui était surtout connue pour une retenue un petit peu aristocratique bourgeoise. C'est vraiment une inversion des codes, quoi. Mais une inversion des codes qui se fait au moyen de l'ADN de la maison. Parce qu'on ne va pas effacer l'ADN, on va l'inverser. Là où beaucoup de créateurs vont changer l'ADN, le faire se dissoudre, lui a vraiment repris l'ADN et l'a renversé. Il avait beaucoup ce truc du renversement des codes dans ses défilés, dans ses créations qui me fascine moi. Et c'est d'ailleurs un petit peu la seule période où Givenchy a été en avance par rapport au reste du système, puisqu'elle proposait une couture plus conceptuelle, un peu dérangeante, mais en restant techniquement irréprochable. Il y a une veste de costume que j'adore, je vais vous l'afficher, genre ce look là, peut-être que je l'ai porté dans un de mes rêves. Je suis tellement gag de cette veste de costume et j'aimerais tellement la voir. Il va mélanger l'ADN de la maison avec tout ce qui va être tailleur, robe, tous les trucs un peu basiques en termes de vêtements que la maison propose. Et il va apporter un twist avec ce que la critique appellera plus tard les silhouettes McQueen. On vous en a parlé dans l'épisode précédent. Des volumes de corps très disproportionnés, des silhouettes qui sont dérangeantes et un non-respect des consignes traditionnelles de l'harmonie visuelle. Et donc vraiment
vraiment, je suis fascinée par les créations McQueen chez Givenchy. Autant, j'en ai pas parlé parce que je me suis retenue, je me suis dit soit un peu plus niche. Autant, j'adore Dior chez Galliano. Givenchy par Alexander McQueen, je trouve que pas grand monde en parle et je voulais remettre la lumière dessus. Et moi, vraiment, j'ai adoré quand j'ai découvert ces vêtements-là proposés par Alexander. Quand je les ai découverts, je me suis dit, mais pourquoi personne n'en parle? Et pourquoi Givenchy, c'est devenu genre, je sais plus c'était qui jusque récemment. C'est un petit blanc là. Tu décris tous les gens de la mode là. Je te laisse enchaîner. On va rester sur des trucs un peu Niche. pas niche mais très personnels. Vas-y, on est sur le divan du psy, tu peux te confier. Ok, allez c'est parti. Moi c'est pendant une certaine, on va dire, période. C'est, on va dire, fin 90, 2000, 2010. Grosse période. Une assez grosse période quand même. Mais c'est la durée de vie de mannequins, de deux supermodèles. Alors je sais pas comment ça se prononce, mais moi je dis Anja Rubik et John Cortarajena. Et donc ces deux mannequins-là, ils étaient très souvent vus ensemble. Ouais, dans les magazines et tout. Exactement, ils étaient souvent ensemble, etc. Et moi, j'avais découvert donc Anja chez Saint-Laurent, parce qu'elle était égérie chez eux à l'époque, mais il y a longtemps. John, il travaillait pour une série sur Netflix qui s'appelle Altamar. C'est une série géniale. Et donc du coup, j'ai découvert ces deux-là, et je sais pas pourquoi, leur personnalité m'avait énormément touché. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'était quoi, au collège, genre 6ème peut-être, et je me suis vachement intéressé à ces deux personnes-là. En gros, pour vous expliquer, déjà, Anja, donc comme je te l'ai dit, elle était égérie chez Yves Saint Laurent. Elle a travaillé aussi pour Versace, Fendi, Dior, enfin bon bref, tout le monde. Et c'est l'une des icônes, on va dire, de la féminité de cette époque-là dans le mannequinat, où elle s'est vachement, elle a porté vachement sa voix en tant que femme en fait, qui revendique son corps et la liberté de son corps, parce que c'est aussi, ils ont continué aussi un peu le pound chic ensemble. Elle était amie avec Karine. Je pense que parce que c'était un peu après la période, tu vois. Donc peut-être qu'ils ont travaillé ensemble, oui, mais il y avait plus cette effervescence. Mais en tout cas, John, oui, avec Tom Ford. Et à l'époque, du coup, avoir ces deux représentations qui étaient ensemble et qui faisaient des combats, même si c'est des personnes blanches qui sont hyper beaux, qui font 1m90, enfin voilà. Avoir ces deux voix-là à l'époque. Bah, tu sentais représenté. En fait, genre, c'est ça. Ouais. Alors que. Bon, bah non, mais. Ouais. Mais en fait, à travers ça, ouais, c'est ça, parce que c'était des personnes qui vraiment voulaient l'ouverture de la mode. C'était mon petit moment, moi. Du coup, c'est les deux mannequins qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Ouais, on n'a pas suivi. S'il y a des histoires, oui, voilà. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Exactement. On n'est pas forcément hyper formé sur absolument tous les scandales de la mode. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup. On pourra en écrire une encyclopédie. C'est ça. Et ben écoute, super marrant, parce que tu sais avec quoi j'avais enchaîné. Vas-y, Naomi Campbell. T'as parlé de quelle marque? Ah, de Tom Ford, Karine Roitfeld. Une marque. Saint-Lolo. Exactement. Je couperai le moment pour faire comme si t'avais trouvé tout de suite. Oui, voilà. On reste dans la thématique un petit peu problématique. Ok. Je vais vous parler d'un look du défilé printemps-été 99. Il me semble que c'est haute couture, mais je ne suis pas sûre, donc je vais pas dire de bêtises. Évidemment, Saint-Laurent, très mauvais personnage, très mauvaise personne. Pas besoin de revenir là-dessus, on reviendra peut-être sur une vidéo là-dessus, mais voilà, disclaimer, vous savez, c'était un ped. Le look que je vais présenter, c'est un look qui va condenser tout ce que la maison sait faire en matière de théorique et de jeu sur le genre. Les silhouettes de ce défilé-là, surtout la silhouette qui moi me rend gag, ne cherche plus à choquer comme ça a été le cas au moment où Saint-Laurent sortait les premiers smokings pour femmes, mais c'est plutôt un travail sur l'équilibre des proportions, une nouvelle silhouette Saint-Laurent avec les mêmes codes, prendre le vestiaire masculin et le transformer pour la femme. Et donc c'est une maturation du travail qui avait déjà été fait sur ce vestiaire-là par la marque. Donc la silhouette est structurée autour d'un pantalon avec une taille très haute, vous allez voir l'image mais au-dessus du nombril, qui est un peu corsetant. Je crois pas qu'il y ait un corset, mais dans la manière dont il est construit, ça fait un petit peu corseté quoi, et qui va allonger le bas du corps, les jambes notamment. Donc du coup ça allonge la taille naturelle et ça va étirer de manière très visuelle les jambes. Espèce de silhouette architecturale de colonne presque. Donc on est vraiment sur quelque chose de puissant quoi. Quand on voit le modèle, on ressent un petit peu une énergie puissante quoi. C'est une femme qui est forte, qui est ancrée. On a une petite veste courte grise qui est posée juste au-dessus de la ligne de la taille et ça casse un petit peu le torse quoi, le haut du corps, et ça le fait paraître un peu plus compact, un peu plus puissant quoi, et ça renforce aussi l'effet de jambe interminable qui est déjà porté par la longueur du pantalon. On a aussi un gilet en laine noire qui va servir un petit peu de colonne vertébrale pour structurer le tout, et donc du coup on va retrouver tous les codes du costume d'homme masculin quoi. Donc on va avoir le pantalon de costume, on va avoir la laine travaillée, des vestes qui sont structurées, des pantalons à pinces, des gilets. Sur ce look là il y a aussi un chapeau. Bon, moi je suis
pas du tout chapeau, je veux dire, avec ma crinière de lionne, je vais pas porter un chapeau. Tous ces emprunts au vestiaire masculin sont recomposés pour créer une nouvelle figure féminine d'autorité, pas dans l'idée de créer un travestissement, quoi. Là où le costume masculin va plutôt chercher à équilibrer les épaules, les hanches, pour créer une structure avec des lignes très droites, Saint Laurent déplace un petit peu les repères dans ces looks féminins-là. Les épaules sont plutôt contenues, on a une taille qui est irréelle, on a des jambes exagérément prolongées, et ça donne à la silhouette une allure un petit peu de dandy, un petit peu une figure du gangster, mais féminin, et ça produit une sensation de contrôle, ce qui donne à la silhouette une autorité presque intimidante. Genre, franchement, je porterais cette tenue, je pense personne m'emmerderait dans la rue. Genre, elle est vraiment genre, tu veux la voir? Vas-y, montre. Tu t'es jamais montré. On connaît, je suis toujours en boucle. Un disque rayé. Ah bah oui. Je la vois tous les jours depuis 5 ans. J'en avais parlé avec Clara d'ailleurs, mais vraiment, ce look, les lignes, l'harmonie, la manière dont ça a été pensé, ça, vraiment, ça me provoque des choses dans mon corps. Genre, quand je vois cette image, je suis là en mode... Ouais, je vois. Genre, je suis mais comme une folle, tu vois, genre mes pupilles se dilatent, je suis à fond, quoi. Et ce que j'aime avec ce look, c'est que ça montre à quel point parfois la mode peut être extrêmement simple, mais qu'il suffit de retravailler des lignes, des volumes, des textures, des vestiaires, donc de repartir de la base pour la recomposer et produire en fait de la nouveauté, quoi. On n'a pas besoin de chercher si loin, en fait parfois il faut juste se rappeler les bases. Genre, et c'est vraiment un message que je passe à l'industrie. Rappelez-vous des bases. C'est comme quand on fait des gâteaux. Faites des gâteaux yaourt. Rappelez-vous de la base. Et aussi, on est dans les années 90 à ce moment-là. Et on est dans cette tendance où les femmes, à travers le vêtement, vont reprendre le pouvoir en s'accaparant un petit peu les codes du vestiaire masculin et en montrant qu'elles aussi peuvent porter des costumes, des smokings. Et c'est notamment avec Yves Saint Laurent, Giorgio Armani aussi. Je pense, tu sais, à la cover d'album là dont tu avais parlé, je me rappelle. Grace Jones, c'est Armani qui l'a faite et tout. Donc, il y a vraiment ce truc où les femmes se réaccaparent la veste de costume et j'adore ça. Et d'ailleurs, c'est un nom, ça s'appelle le power dressing et c'est genre des épaules très élargies qui permettent aux femmes de prendre de l'espace dans l'espace public, quoi. Et j'adore ça. Ce look vraiment me rend gag. Est-ce que je l'ai déjà porté dans un de mes rêves? Évidemment. Est-ce que c'est le même rêve dans lequel j'avais porté la tenue de McQueen dont j'ai parlé tout à l'heure? Évidemment. Est-ce que je vais vous raconter ce rêve? Jamais de ma vie. Bah, je te laisse. Ouais. Je sais, j'ai été très longue, j'ai parlé. Non, mais c'était bien, c'était intéressant. Bah, je la connais, quoi. Oui, bah oui. Bah, tu me connais, hein. Je suis pas très novatrice, quoi. Non, mais Slay, j'adore. Je vais rester dans la non-innovation aussi. Ok. Donc, don't worry. Je vais parler d'un truc classique au possible. Ok, bateau. Mais, un truc bateau, mais vraiment, mais bateau. Quand je vais dire ça, tout le monde va être là. Ouais, bon. Bah, les Sockeye de Louboutin, je suis J'en entends parler aussi depuis 5 ans. Les Sockeye de Louboutin. Alors, j'ai découvert ça, je pense que j'étais en fin CM2, début 6ème, tu vois. Ça, mais je pourrais en mourir de ce moment, en fait, de ce moment où je me suis rendu compte que des chaussures pouvaient être aussi belles. Genre, j'étais en soit petite, j'avais 12 ans. Je vois, surtout sur la télé-réalité, Nabila. La saison 5 des Antilles, Vergara qui lui achète des Louboutins. Où je vois, en fait, toutes ces chaussures avec des trucs rouges derrière, tu vois, et puis ces Sockeye, à l'époque, sur le site, étaient présenté en premier et il y avait 5 paires de Louboutin. Il y avait la Sockeye, la Hot Chic, la Batignolles, la Piu Piu, la dernière. La Pigalle, non? La Pigalle, exactement. Et il y avait les 5 iconiques et il n'y en avait pas d'autres. La Sockeye qui était à 458 €. On sent que ça t'a marqué, hein, parce que tu t'en rappelles, hein. Je me rappelle de dire à ma mère, je veux ces chaussures et tout. Elles sont chères, elles sont à 489 €. Et ma mère était là, c'est n'importe quoi pour des chaussures. Enfin, make sense. Oui, bah oui. Alors qu'aujourd'hui, quand je dis qu'elles sont à 400 €, tu sais, enfin qu'elles étaient à 400. C'était pas cher, hein. Pu les acheter avant. Non, pas du tout. Elles ont été bien, enfin son nom porte le nom de Kate, donc de Kate Moss, et vous savez à quel point j'aime Kate Moss, Kate Middleton. C'est plus tard en plus Kate Middleton, donc. J'ai fait un TikTok aussi sur ça, sur les gens qui se plaignaient aussi du confort des Sockeye. Les Sockeye, elles ont été faites déjà pour Kate, pour qu'elle aille de son restaurant à son hôtel en Uber. Elle marchait pas, hein, Kate Moss à l'époque. Hein. Enfin, quand elle marchait, elle tombait de toute façon. Donc voilà. Enfin, ces chaussures-là ne sont pas du tout faites. De toute façon, le talon par essence, je crois que c'est une grande bavardeuse qui en a parlé. Mais le talon par essence n'est pas fait pour le confort puisqu'il est fait parce que ça permet à l'homme de contrôler les déplacements de la femme. Parce que votre pied supporte jusqu'à 12 cm et demi et les Sockeye font 12 cm et demi, voire 13 si vous faites un peu plus de 40. Le pied supporte, mais le pied ne tolère pas 12 cm. Et puis en plus, les Sockeye ont cette particularité d'avoir une inclinaison qui est très forte. Ouais. Là où par exemple d'autres, même s'ils sont à 12 cm, ont moins
d'inclinaison, ce qui permet d'avoir un meilleur ancrage dans le sol entre le rapport talon et plante de pied. Donc si vous voulez porter des talonnettes pour votre corps et que votre corps se sente bien, vous faites entre 2,5 et 4,5 de talonnettes. Et ça, ce sera bon pour votre corps. Les sockets, pour moi, c'est tout un truc où il y a des gens qui critiquent, des gens qui aiment, des gens qui... Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment d'univers... Enfin, il n'y a pas un truc où tu vas dire, oui, elles veulent dire que du méchant ou que du négatif. C'est pas manichéen. Merci. Je trouvais pas le mot. Et donc, du coup, ça exploite vraiment énormément d'avis, d'expériences. Enfin, globalement, les talons sont pas forcément disposés au confort. Je pense qu'on peut s'aligner tous à dire ça. Après, les talons à plateforme sont plus confortables. Oui, bon, voilà. Enfin, voilà. Mais en tout cas, globalement, les talons sont pas forcément faits pour le confort. Exactement. Ma grande histoire d'amour. Un jour, je les achèterai, je retends toujours le moment. Je vais enchaîner avec une de tes maisons de cœur jusqu'à présent, mais peut-être plus pour longtemps. Balenciaga, un look de 1951. Ok. Parce que moi, je suis pas très contemporaine. Okay. Par Christo, exactement. Oh, Christo qui était très contemporain pour son époque. Ah bah. Ce look dont je vais parler est le manifeste de la couture architecturale de Cristobal Balenciaga. Donc, moins d'ornements, plus de travail sur la ligne, sur la structure interne, sur le rapport entre le corps et l'espace. La robe, elle est organisée autour d'un buste extrêmement lisse. Il me semble, alors j'ai pas trouvé 50 000 photos et la plupart des photos sont en noir et blanc, donc voilà. Mais il me semble que ça a l'air d'être du velours, si je dis pas de bêtises. J'ai pas trouvé de fiche technique. S'il y en a qui sont au courant, voilà, n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit de la merde, mais je trouve que ça fait très velours comme ça à l'œil. Il y a moyen que ce soit du velours et il y a moyen aussi que ce soit de la fausse matière. Donc extrêmement lisse, il n'y a pas de fioritures comme je le disais, contrairement à ses contemporains type au hasard Christian Dior. Le haut de la robe va vraiment épouser le torse, puis ça va descendre en ligne continue jusqu'au genou avant de se déployer en une espèce de jupe sirène. Si vous regardez 4 mariages pour une lune de miel, vous voyez de quoi on parle. Sauf que là, il y a une vraie vasque. On a une découpe dans le bas, donc on a un bord noir qui s'arrondit et ça vient laisser s'ouvrir sur une espèce de dentelle ou de... Enfin, en tout cas, il y a un truc blanc qui s'échappe. Ça s'échappe. C'est de la dentelle. C'est un mollusque qui sort de son coquillage pour refaire la métaphore de la sirène. Et ça fonctionne un petit peu comme un espèce de geste graphique. Et l'espèce de tulle dentelle en dessous explose comme une fleur en train de fleurir, quoi. Ouais. Et ça crée un contraste entre les deux. Et le spectaculaire de la robe, lui, va se déplacer. Habituellement, il est plutôt sur tout ce qui est buste et compagnie. Et là, il se déplace vers le bas de la robe, ce qui est pas du tout d'époque et ce qui est très peu le cas, en fait, dans les robes. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'aime cette robe aussi, c'est qu'elle a cette particularité-là de déplacer le centre d'attention et le centre de gravité vers le bas, alors que, on regarde jamais le bas chez les gens, quoi. Et cette robe incarne l'idée que la couture n'est pas seulement une question d'ornement, de luxuosité, de belle matière, de typologie de robe du soir, quoi, mais vraiment de penser la forme autrement. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé hier à 3h du matin en m'aventurant sur Pinterest, j'ai retrouvé une robe, il me semble que c'est dans un défilé Thierry Mugler, qui ressemble un petit peu dans sa manière d'être. Tu vois, le bas avec le noir et... je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est pas sirène, c'est pas machin, c'est moins architectural, c'est plus robe de soirée. Ça va être là, on est plus sur un move un peu même hispanique, tu vois. Ouais. Alors que là, on était plus sur littéralement du brutalisme. Je te laisse. Bah non, mais là, ça essaye. J'adore aussi cette robe. Et je l'ai portée peut-être aussi dans le rêve dans lequel je parle depuis tout à l'heure. Voilà. Moi, je suis vraiment en boucle sur les mêmes sujets. Et bah, moi, je vais enchaîner un peu sur le même thème, du coup. Pareil, on était en 2016, 2017, donc je vais être au collège aussi. Demna Gvasalia. Ah bah. 2016, on a eu la... 2016, on a eu la triple S de Demna. Ouais. Et en 2017, on a eu les Speed Trainers. C'est l'inverse. 2016, Speed Trainer. Ouais, je me disais aussi, c'est bizarre. Speed Trainer, c'est la chaussure chaussette, là. Et triple S, c'est celle que t'as. Non, toi, t'as triple XL. Non, les 3XL. Et triple S, c'est quoi? Les triple S, c'est les grosses chaussures. Ah bah, en tout cas, super, parce que ça décrit pas la moitié des baskets Balenciaga, quoi. La première ugly shoes. Donc, c'est ces deux modèles, en fait, vraiment, qui m'ont toujours... qui m'ont interpellé quand j'étais au collège, du coup. Les Speeds, moi, j'ai kiffé. Pourquoi j'ai kiffé? Parce que c'était pas une basket. Et moi, ça me cassait les pieds, les baskets. Okay. J'en pouvais plus. Et il y avait une chaussette. Donc, j'ai grave kiffé, en fait. Juste, voilà. Il y a eu pas plus d'effervescence, en tout cas de ma part, sur les Speeds. Ouais. Je les ai achetés bien plus tard. Il y a eu une effervescence sur les Speeds. Moi, j'ai pas compris. À ce moment-là, tout le monde les avait, les voulait. Ouais. Mais on était dans ce truc aussi des sneakers hyper un peu bizarres. Et ensuite, on a eu les 3XL. Non, les triple S, pardon. On va y arriver avec tous ces 3, ces S, ces triples, ces quadruples. Donc, qui représentent tout simplement une chaussure avec 3 semelles pour le confort des meilleurs sportifs. Enfin, c'est comme ça qu'elle est conçue. T'as pas une semelle, t'en as 3 pour 3 fois plus de performance. Factuellement, c'est faux. Elle a juste été pensée comme étant une performance de 3 grosses semelles. Et elles étaient, quand elles ont été présentées, défoncées au même titre que les paris de Balenciaga quand elles sont sorties. Au même titre que ça, au même titre que les 3XL aujourd'hui ou que toutes les autres, elles ont été présentées boueuses, elles ont été présentées cassées avec les semelles qui partaient.
beauté, avec voilà. Je n'arrive pas à retrouver ces archives-là. Si vous arrivez à me les retrouver, par pitié, envoyez-les-moi. Parce que j'ai que des vieilles photos pixelisées, tu sais, de ça, mais j'arrive pas à retrouver, même sur le podium. Comme maintenant Vogue Runaway est payant, on peut pas aller regarder là-dessus, quoi. Pour moi, c'était ça. Et puis c'était le début de Demna, en fait. C'est une bonne entrée. Oui, une bonne entrée. Une bonne vue, en tout cas. C'était une mise en bouche. C'était une bonne mise en bouche, exactement. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, bon, mais ça a déclenché ma passion, en tout cas, pour les sneakers. Non, pour la déformation du basique. Ouais, pour une mode plus conceptuelle. Ouais, c'est ça. Qui interroge un petit peu la norme traditionnelle. C'est ça. Parce que tout le monde le voyait comme quelque chose de moche, quelque chose de gros, quelque chose de, tu vois. Parce que c'était l'effervescence d'avoir la plus grosse chaussure, et Demna avait misé sur vraiment très très gros pour l'époque. Bah, surtout les défilés qu'il nous a fait pour à Los Angeles, il nous a présenté des chaussures. Les 10XL. Ouais. Mais j'adore. Mais ouais, voilà, en fait, c'était vraiment cette démesure-là, en fait, que j'aimais. Puis c'est aussi ce truc ultra skinny à côté où t'avais les speed, du coup. Ouais. Qui étaient là, en toute petite. Bon, après, il y a eu plein de déclinaisons, j'ai détesté, mais en tout cas, j'ai grave kiffé. Ça m'a vraiment permis de voir plus que juste quelque chose de basique. Puis un renouveau dans la manière de penser la chaussure basket, quoi. Parce que c'était souvent la même chose, en fait. Bah, en fait, c'est ça. On avait des sneakers classiques, donc Nike, Adidas. Enfin, voilà. On a eu Fila. Buffalo. C'est plus niche. C'est plus niche. Et puis on a eu les Human de Pharrell Williams. Il y a eu les Yeezy. Et il y a eu toutes ces collaborations entre guillemets où c'était des chaussures assez exceptionnelles. Ouais. Les Ultra Boost, etc. à l'époque. C'est fou, tu t'y connais tellement en chaussures. Moi, j'y connais tellement rien. Moi, je me limite au slingback de Saint-Laurent. Bon, voilà quoi. C'était ma petite interlude chaussures. Moi, je vais remonter le temps. Vas-y. Encore plus loin que Balenciaga. Ouh. Je vais vraiment aller très loin. Je vais parler des Oxford Bags. Ok, ouais. Donc ce sont des pantalons masculins à jambes extrêmement larges qui sont nés dans les années 1920 à l'université d'Oxford, donc Oxford Bag quoi, et qui deviennent rapidement symbole d'une jeunesse non conformiste. Donc leur nom vient des étudiants anglais qui ont commencé à porter ces pantalons-là, puisque vous savez, moi j'adore les pantalons très larges, j'aime beaucoup les pantalons années 70, tout ça. Je rêve d'avoir un Oxford Bag, mais aller en trouver un, c'est genre pire que trouver un Columbus. Je vous laisse deviner, voilà. Ces jeunes-là ont commencé à porter des pantalons avec des ourlets parfois supérieurs à 50 cm de largeur. Donc c'est bien au-delà de la coupe classique du pantalon bourgeois. Surtout à Oxford, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. L'anecdote est souvent avancée qu'ils auraient servi à contourner des règlements universitaires qui interdisaient certains types de vêtements sportifs. Et en élargissant exagérément le pantalon, les étudiants dissimulaient ou remplaçaient les pantalons plus ajustés. Et ce qui affirmait en même temps une espèce d'attitude de défi vis-à-vis de l'autorité. Très vite, ces pantalons-là vont quitter le cercle universitaire restreint pour se propager un petit peu partout et devenir un signe fort de la modernité dans les comportements vestimentaires, notamment pendant l'entre-deux-guerres. Et ça va être associé à la culture jazz, au club, à une masculinité plus détendue, plus hédoniste. Et l'ampleur de la jambe apporte une espèce de fluidité au mouvement et à la jambe, à l'opposé du pantalon militaire ou du costume masculin traditionnel de la bourgeoisie. Porter les Oxford Bags à l'époque et même encore aujourd'hui quoi, il faut se rendre compte que c'était et c'est adopté déjà quelque chose qui est très visible parce que on voit que un problème entre guillemets du point de vue de la respectabilité bourgeoise des codes de l'habillement bourgeois, et ça rejette l'idée d'un homme en costume sobre, discret, simple, avec des proportions très millimétrées. Et c'est notamment ce pantalon là qui a nourri plus tard la généalogie de tous les pantalons larges masculins, donc les zoot suits, les baggy, les wide leg, et les créateurs qui vont venir réactiver cette coupe de pantalon à travers tous les types de pantalons que je viens de citer, convoque la mémoire de manière intentionnelle ou pas, mais en tout cas convoque cette mémoire d'une jeunesse qui utilise le vêtement pour questionner la norme, jouer avec la masculinité. Alors, faut bien entendre qu'on est dans une période où la masculinité est considérée comme étant les pantalons plutôt serrés, très droits, machin, et que porter un pantalon large, c'est pas considéré comme étant les codes masculins traditionnels. Évidemment, aujourd'hui, dire qu'un pantalon large, ça questionne la masculinité, ça pourrait être complètement crazy, quoi. Mais en tout cas, à l'époque, c'est pas du tout normal de porter des pantalons larges. Et ça signifie aussi un refus des codes trop rigides des classes moyennes et bourgeoises. Et donc j'adore ces pantalons parce que déjà la coupe, je l'aime, mais aussi pour toute l'histoire qu'il y a derrière et dont on n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'en fait, un pantalon large, ça questionne autant de choses, l'autorité, la masculinité, les normes et compagnie. J'adore en fait, parce que ça rappelle à quel point la mode est un langage silencieux, que pour la comprendre, il faut vraiment la questionner dans son temps, dans ce qu'elle peut
imposant en termes de volume, de matière, de coupe. Pour moi, le l'Oxford Bag cristallise vraiment cette idée-là d'une mode qui dit quelque chose, qui fait quelque chose, qui se présente comme révolutionnaire, contestataire. Petit message si jamais les gens de la mode nous regardent. Coucou! N'hésitez pas à apprendre. Replongez-vous dans les archives, tout ça. Parce qu'en Oxford fait, Bag. c'est juste la base. Ouais. Si jamais il y a des gens qui n'en veulent plus, qui s'en séparent, qui en ont, ou quoi que ce soit, mon vestiaire est libre. Mais je rêverais d'avoir un pantalon, un Oxford Bag. Genre, je suis sûre que ça m'irait incroyablement bien. C'est bien, c'est un petit point culture comme Ouais, ça, petit de point remettre culture, un peu les gens dans- histoire, engagement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, voilà. parce que là, s'il y a des petites marques indé là qui vous faites des gros baggy, machin, etc. Voilà, sans- bah sachez. Sachez voilà. d'où ça vient en fait quand vous faites ce genre de Les... de marque. Voilà, et puis les grands discours, oh, la jeunesse, gna, 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 gna. Ça me fait rire parce que c'est souvent les personnes un peu plus âgées qui Ouais. parlent des jeunes, là, qui parlent des Ouais, pantalons larges et compagnie, machin. Honey Sweatheart, les années 20. T'étais là ou pas? Je suis une étudiante d'Oxford, en fait. Alors, en ce moment, Ekira, elle me fait regarder des films d'amour, mais. Mais vous êtes vraiment dans votre période gnangnan. Mais je comprends pas. Ah, mais c'est pour ça que tu me parlais de mariage. Hein. Ouais. Oh mon dieu. Du coup, on parle mariage tout le temps. Vous avez prévu de faire 4 mariages? En vrai, on aimerait trop participer. Moi, j'aimerais trop qu'on soit, genre, juge à la place de Holody. Ou alors elle nous accompagne, tu vois, mais genre, ça serait trop marrant. Elle nous accompagne. Bah parce que c'est quand même elle la présentatrice, tu vois. Mais c'est... Alors, si jamais Ouais. on adorerait animer une émission de mode, un petit peu comme Drag Race, mais version mode, ce serait hyper piquant avec nous. En vrai, hyper drôle. Alors, j'ai pas du tout de notes là-dessus, c'est juste avec mes souvenirs et mon truc. Ok, donc là, on est vraiment dans ton On intériorité. est vraiment dans mon intériorisé. Ok, là, on est vraiment en mode confidence. Voilà. Shaim. Je sais ce que tu vas me sortir. Je sais ce que tu vas me sortir. Oh mon dieu. Je vous mets le début de la musique. Je vous mets le début de la musique. Je peux pas tout mettre parce qu'on est sur YouTube et que je vais me faire strike, mais je vous mets le début de la musique. Les 3 premiers mots de la... Les 2 premiers mots de la musique. Franck Sorbier. C'était prévisible quand on me connaît dans la vie de tous les jours, c'est des blagues que je fais tout le temps. Parce que j'adore Shaim en fait. J'aime bien ses corsets, j'aime bien ses pistes. Shaim, si tu nous regardes. Oh là là, c'est ne pape et tout, j'adore. Enfin, pour revenir surtout à la figure de Shaim, même si effectivement c'est bustier Franck Sorbier, on fait énormément parler, je pense que tout le monde Ah connaît. bah, on s'en rappelle des Energy Music Awards. Hein. Voilà. Le sexisme, rang, 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 rang. Hein. Je trouve, alors déjà à l'époque, parce que j'ai parlé de l'époque et d'aujourd'hui. Ouais. À l'époque déjà, je la trouvais déjà magnifique. Elle avait un corps que je rêvais d'avoir. Et elle avait surtout ce sens parfois de détail que j'aimais en fait. On la voyait toujours dans des robes absolument lunaires pour l'époque. Enfin pour les époques où on la voyait beaucoup à la télé en prime time, etc. En France. En France. Où c'était vraiment... Tout le monde se disait mais c'est qui ce pain beige Mais qui est cette nana désagréable? Je me rappellerai toujours dans Danser avec les stars, elle avait une robe, je crois que c'était une robe noire ou en cristal ou je sais plus, enfin bon bref, c'était Ouais. une robe en tout cas qui m'avait, enfin la couleur ne m'avait pas marqué et c'était juste de bandes comme ça. Il y avait un de ces cinq qui avait failli se barrer je crois, enfin je sais plus, c'était en prime time à l'époque, c'était du prime time. Tout le monde avait parlé, même aux infos, avait parlé de Shaim et de ses robes, enfin voilà. Du coup j'étais jeune, enfin vous aussi vous étiez jeune d'ailleurs je pense, tout le monde était à peu près jeune à ce moment-là, non? Bah non, tu sais qu'il y a peut-être des personnes de 40 ans qui regardent nos podcasts. Ouais, c'est vrai, vous étiez jeune aussi. Enfin, vous l'êtes toujours, vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, en fait, je trouve du coup que l'image qu'a eu Shaim à l'époque a énormément... Et je trouve qu'elle a vraiment réussi à insuffler ce truc où bah, c'est mon corps et j'en ai rien à foutre, en fait. Bah comme elle a dit. Hein. Et Et alors elle nous a reperformé un truc avec Respire là. C'était Ouais. un peu plus tard. Ouais, c'était plus tard, ouais. Dans son album Solitaire où elle était là avec il y avait 10 hommes ultra baraques etc, presque toute nue dans un lit, elle se faisait porter, il y avait des scènes assez érotiques presque Mais elle avait performé ça sur le plateau de Danse avec les stars, non? je sais plus mais elle avait performé ça en direct et tout, enfin c'était moi elle a vraiment marqué l'époque sur l'ouverture. C'était une dinguerie, hein, Ouais, Shaim à cette- l'époque et tout. cette femme est- Tout ce qu'elle incarnait, tous ces idéaux un petit peu de liberté. Ouais. Moi, je vois beaucoup de TikTok. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi sur mon TikTok, j'ai plein de TikTok de fans de Shaim Ok. qui disent à quel point elle a été un peu traînée dans la boue, que son image a complètement Ouais. été cassée, tout simplement parce que c'était une femme et compagnie. Et c'est ça. un fact. C'est vraiment ça. C'est genre, a c'est fact. une femme et elle n'est pas blanche et donc du coup et puis elle performe en tant que personne. Là, embrasser des meufs. Ouais, enfin voilà quoi. Donc Cette meuf, elle n'a pas pu, entre guillemets, continuer sa carrière parce que les gens l'ont détestée parce qu'elle était une femme. Ouais. J'ai un peu envie de rigoler parce que je trouve
que ça sonne comme une blague en fait, Ouais, tu vois. je Je me dis, bah, c'est pas possible. Je suis Mais en fait, totalement si, d'accord. juste parce que cette meuf ne mettait pas des cols jusqu'au bord du menton et des manches qui dépassent ses mains, elle s'est faite complètement défoncer. Et elle avait mis d'ailleurs une robe au NMA. On fait plein de bisous à Shaim si elle nous regarde. On l'adore. Si t'es fan de nous, bah, on se colle à sap, comme on dit de nos jours. Oui, parce que, alors juste pour ceux qui ne savent pas, pardon, Amélie sort de ce corps, elle portait beaucoup de bustiers Franck Sorbier, et il y en a un qui a énormément fait parler, c'est Joselaine Pape et les bustiers Franck Sorbier. Je vais rester moi aussi dans les nymphes de beauté. Oh, vas-y. Puisque j'avais parlé du défilé Thierry Mugler, printemps-été 97. C'est pas un défilé hyper mainstream. Je kiffe de ouf les personnages qui sont créés. Moi, je reste vraiment dans la célébration de la femme. À cette époque-là, beaucoup de la femme qui fait moins de 34 kilos et qui est généralement très blanche et qui fait 1m90. À l'occasion de ce défilé, Thierry Mugler va pousser à l'extrême l'idée de la femme comme créature d'armure et de spectacle. C'est, donc j'en parlais pour Saint-Laurent, mais c'est dans un moment où la mode est plutôt tournée vers un espèce de minimalisme. Mais on a du coup Alexander McQueen, Galliano, Thierry Mugler, Montana aussi, qui proposent d'autres versions de la femme. Mais globalement, il y a pas mal de minimalisme qui commence à arriver à cette époque-là. Dans ce défilé-là, on va retrouver le power dressing dont j'ai parlé avec Saint-Laurent, donc dans sa version la plus extrême, puisque de toute façon, les créations de Mugler sont extrêmes. Hein. On va avoir des vestes très cintrées, des épaules exagérées, des tailles minuscules, et ça va donner au mannequin une espèce d'allure de femme guerrière, un peu futuriste. Là où Giorgio Armani, j'en parlais tout à l'heure, font du tailleur en uniforme un peu discret de pouvoir, Mugler, lui, il fout tout en l'air et il fait complètement l'inverse. Il revendique la dimension spectaculaire de cet uniforme de pouvoir. Le vêtement, avec lui, devient vraiment, et dans ce défilé notamment, une protection visuelle. Ça manifeste la puissance, la domination, presque le super pouvoir de la femme. J'ai sélectionné 3 looks dont je vais parler. Dans ce look-là, le corset blanc fonctionne comme une espèce un petit peu de carapace futuriste. Ça ressemble beaucoup aux écailles des tortues, moi j'ai trouvé. Donc la surface est quadrillée, elle évoque un peu en espèce de panneau technique, panneau solaire. C'est dans ça que je parle de futurisme. On a une ligne en V qui s'ouvre au centre et qui va découvrir un intérieur rouge dans l'espèce de carapace, quoi. La taille est extrêmement écrasée, ce qui montre un corps qui est complètement remodelé par la structure. C'est associé à un pantalon blanc qui fait un effet un peu seconde peau. Le look donne vraiment l'impression d'un corps un peu cyborg. On aurait pu retrouver par exemple dans le film Le 5e élément, tu vois. Totalement. J'aurais pas été choquée. Ça donne un petit peu l'impression d'une pin-up un peu androïde. Et la couture devient un dispositif de transformation du corps qui crée un lien entre l'interface corporelle et presque la machine, avec justement cette idée du futurisme. Un peu mood rétro-futuriste comme tenue, je trouve. On a beaucoup de tailleurs dans cette collection qui sont ultra cintrés, soit avec des pantalons de costume, soit avec ouvert sur robe. Ça reprend la grammaire traditionnelle de Mugler. Les épaules sont très nettes, très présentes. On a une taille de guêpe très serrée. On a des hanches qui sont grossies. Là, on va retrouver aussi des cravates extrêmement fines. Elles ont parfois des cannes, des gants, des martinets aussi. Et ça construit un petit peu une figure de domina dandy qui emprunte justement les signes et les visuels du costume masculin pour les amplifier dans un autre registre qui relève presque du fétichisme. Et du coup, ça déplace le power dressing qui, lui, se base sur des lignes plus réalistes d'un vestiaire de bureau traditionnel, quoi, vers une version plus théâtrale où la femme apparaît comme un personnage un peu plus de film noir, presque une esthétique de vilaine dans un film, tu vois. Mais elle a un peu le main character, genre. Ouais, bah elle give un petit peu genre Cruella si elle portait autre chose que son manteau de fourrure. Les looks occupent vraiment l'espace, quoi, on les voit. Et ce défilé, du coup, montre une autre voie du vêtement de pouvoir. L'objectif n'est pas de copier le costume masculin pour pouvoir obtenir une légitimation, mais revendiquer une hyper féminité très sensuelle, presque dangereuse, un peu effrayante, où la couture, le fétichisme, la science-fiction se rejoignent pour pouvoir créer une image de la femme à la fois fantasmée, un peu artificielle, mais souveraine, puissante, dominante, qui n'existait pas de manière concrète dans la mode. L'image de la femme classe, élégante,
là, on est vraiment dans une femme qui a tout le pouvoir entre ses mains. Slay de ouf. J'ai pas du tout porté une des tenues dans le rêve dont je parle depuis tout à l'heure. Pas du tout. Bah moi... Petite précision, c'est pas forcément des moments qu'on a appréciés quand on était enfant, ça peut être... Oui, c'est ce qui nous a donné l'envie. C'est ce qui nous fait kiffer la mode. Donc même si ça avait été un défilé d'aujourd'hui, c'est aussi possible. À partir du moment où ça nous fait kiffer la mode, voilà, c'est ce qu'on veut faire. C'est ça qui nous a fait kiffer, c'est ce qu'on veut faire passer dans la vidéo. C'est pas forcément ce qui nous a donné envie de nous intéresser à la mode, enfin peu importe quoi. Mais si aujourd'hui il y a un défilé qui propose un truc de ouf, ça nous fait kiffer la mode. C'est un peu le thème de la vidéo. Ça nous fait kiffer la mode. C'est ça. Genre en mode dans votre tête, quand il y a quelqu'un qui vous dit vous aimez la mode, pourquoi t'aimes la mode pour voir ça quoi. Comme on est dans un concert. Exactement. En tout cas, même avec des chaussures normales, il fait plus de bruit avec Méric quoi. Enfin, je veux dire, faut aller se faire foutre quoi. Faut aller se faire foutre. Les hétéros, je sais pas comment vous marchez tellement mal. Tu dis à chaque épisode qu'ils font plus de bruit que quand tu marches avec Derrick. On va rester sur quelque chose, enfin on va aller plus sur quelque chose donc, dont tu as parlé d'ailleurs, mais qui m'inspire un peu plus aujourd'hui dans la manière dont je vois, enfin ce qui m'a en fait fait aimer, ce qu'aujourd'hui je peux travailler plus, on va dire dans la mode. Okay. Jérémy Scott, chez Moschino, il a une certaine tendance à glisser toujours des éléments, en plus d'avoir déjà fait ces collections-là, SM dans ses collections. Il y a toujours ce petit truc un peu délulu, toujours ce petit truc un peu vulgose comme on dirait aujourd'hui, et c'est un truc que moi je sais pas, genre j'adore. En fait c'était une, je sais plus comment, quelle année c'était. Ces collections effectivement il y avait tout cet symbole un peu SM où je me suis dit en fait que c'était possible de faire de la mode et de parler de sexe très premier degré, mais que ça fasse quelque chose un dialogue, enfin tu vois, qui est vraiment quelque chose qui puisse se passer ou pas avec les gens, tu vois, tu peux être sensible ou pas à son art, parce que pour Jérémy Scott c'est un peu quand même très particulier, moi non plus je suis pas forcément fan de tout. C'est très néo-surréaliste. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a eu une phase où il a fait cette espèce de fixette en fait, un peu SM, où il y en avait partout, tout le temps, enfin moi en tout cas je le voyais de partout et tout le temps, c'était quand j'étais au collège, donc ça devait être 2016-2017 aussi, quelque chose par là, et aujourd'hui je me sers entre guillemets un peu de la vision qu'il avait il y a une dizaine d'années en fait, avec justement ces petites pointes de SM, pour justement réussir à détourner des codes qui sont dits plus simples, mais on peut les rendre et parler avec ces pièces-là sur des thèmes qui sont un peu plus sulfureux, on va dire, dans la vie de tous les jours, quoi. Et je sais pas, je kiffe du coup sa petite fixette comme ça. C'est pas un grand designer que j'adore et que j'apprécie et que j'ai envie de... mais t'aimes ce qu'il t'a apporté dans ta... J'aime ce qu'il t'apporte dans ta manière d'envisager la mode, dans l'imaginaire qu'il a proposé. Exactement. Et tu reprends un petit peu cette manière de travailler deux univers qui sont pas forcément conjoints dans l'imaginaire commun, qu'il a réussi à mettre ensemble sans avoir des dérives comme certaines personnes dont on ne citera pas le prénom, sinon Balenciaga va se dire visé. Mais voilà, de pouvoir lier deux univers qui sont pas forcément... Non mais oui, non mais totalement en fait, c'est ça, c'est tout ce truc en fait qu'il a réussi à, entre guillemets, il a soufflé en fait sur ses vêtements. Ouais. Enfin bon bref, j'adore quoi, c'est vraiment une vision en tout cas qui m'a fait aimer forcément la mode et qui aujourd'hui en plus me sert dans ma façon en tout cas de voir et d'écrire. Ouais, dans ta manière de conceptualiser ce que toi t'as envie de faire dans le vêtement. Exactement. Bah écoute, on va s'arrêter là parce qu'on a déjà pas mal parlé. Moi j'ai beaucoup bavardé. Bah moi aussi j'ai bavardé. Dites-nous vous en commentaire. Ouais, de ouf. Dites-nous si vous voulez une deuxième partie parce que je pense qu'on pourra trouver d'autres choses. Toi tu m'as dit que t'en avais encore. Moi j'en ai encore, Mais en tout cas on s'arrête là pour le moment. On va vous laisser nous écouter raconter nos fantasmes. Et vous imaginez ce que vous aimiez aussi dans la mode. Voilà, écrivez-le nous en commentaire. On sera hyper contente de vous lire. Dites-nous ce que vous pensez aussi de nous, ce qu'on a proposé, si vous aimez ou pas, si vous aussi ça vous a fait aimer la mode, si c'est des choses que vous aimeriez avoir dans vos vestiaires. Ça se trouve c'est nous que vous allez dire quand vous allez dire Voilà, c'est nous qui vous avons fait aimer la mode. N'hésitez pas à l'écrire plein de fois en commentaire. Laissez 5 commentaires pour dire que on vous a fait aimer la mode. On n'est pas du tout égocentrique. Non. Je sais pas si t'as quelque chose à dire. Et moi ce que j'ai à dire c'est que qu'il faut aimer la mode de façon à ce qu'elle nous maintienne nous dans notre philosophie de vie, dans notre philosophie de voir l'avenir, etc. Comme on est voyante. Qu'il faut pas oublier non plus d'où viennent toutes nos contradictions, toutes nos envies, tout ce qu'on aime ou tout ce qu'on n'aime pas, parce que depuis petit, en fait, on a déjà des vues sur quelque chose ou des trucs comme ça, et qu'il faut les remettre en question, il faut en reparler, il faut en remettre en perspective, en fait, ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a dit, je crois, en début de vidéo, mais le monde n'est pas manichéen. En fait, c'est ça. Alors, si, il y a des trucs qui sont manichéens. Oui, voilà. On citera pas, par exemple, les génocides, quoi. C'est assez manichéen.
mais il y a des choses qui sont moins manichéennes, qui sont plus complexes, où il y a une complexité, où c'est pas tant pas bien que bien. Enfin, faut conserver un minimum de nuances dans le monde. C'est ça. Parce que on peut pas tout séparer complètement. Par contre, on sépare l'homme de l'artiste. Faut avoir conscience des choses, faut les retravailler, faut les repenser. Vous avez le droit d'avoir aimé le sac. Le Bambino de Jacques Mus, genre. Voilà. Non. Non. Si vous l'aimez, c'est que vous avez trop regardé TikTok. C'est ça, en fait. Remettez en perspective vos goûts, repensez à ce que vous avez aimé quand vous étiez enfant, questionnez-les. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez changé de point de vue, d'opinion. Petite vidéo chill, on n'a pas fait des grands discours, voilà. Mais on espère que ça vous a plu quand même. Ouais, de ouf. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous et tout ça. Vous connaissez le discours. Nous, on vous dit, comme vous le savez pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et voilà. Ouais, de ouf. Bisous.